Et bonsoir tout le monde. Bonsoir, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. J'espère que tout le monde va bien. Alors, ce soir est un live spécial, mais d'abord j'ai oublié de vous demander comment ça va. Comment ça va? J'ai avec moi, bonjour Tahari Luna. Merci pour la première participation sur le chat. Et bonsoir Patagoda, bonsoir Anishka, bonsoir Musicom, bonsoir Mélion, ça fait plaisir tout ce monde ici. Merci d'ailleurs pour la personne qui a follow pendant qu'on était en train de préparer, on l'a vu. Voilà. Et sur ces nouvelles arrivées, je vous souhaite un bon jus de pomme. Hmm. Alors, très chers amis, euh, ce soir nous recevons donc Fabien et Nina, qui sont éditeurs chez les éditions Angel Corp, que vous voyez justement annoncé de l'autre côté, c'est par là, voilà, et de Wicked Hounds, mais ils vous en diront plus dans la soirée. Je pète les plombs à cause des recherches de sources, mais sinon ça va, et je suis en train de cuisiner en même temps. Bon, bah, c'est bien, tu auras des bonnes choses à entendre durant ta cuisine, et j'espère surtout que tu cuisines des pommes, parce que voilà. Donc, juste rapidement pour les nouveaux qui débarquent ici et qui ne connaissent pas encore la chaîne, avant de passer du coup dans le vif du sujet. La chaîne vise en fait à partager le savoir, parce qu'on termine d'ailleurs tous les lives avec la petite devise et n'oubliez pas que le savoir ça se partage. Le but de cette chaîne, c'est de montrer que dans tous les univers qu'on crée, il y a des inspirations qu'on trouve dans notre monde, mais dans d'autres univers, etc. Et de montrer à quel point l'univers est riche, à quel point on peut faire passer euh, du savoir, des connaissances à travers les différents univers, que ce soit du coup en peinture, en littérature, en film, etc. En film, c'est un peu plus difficile à faire vis-à-vis des droits et en musique aussi, mais voilà, en littérature, c'est à peu près faisable. Voilà. Donc voilà le but de la chaîne. Donc on fait des streams de jeux le lundi avec des streams commentés version avec les références historiques, etc. Et le jeudi, on accueille des gens comme ce soir. Sur ce, je vous propose tout de suite d'accueillir nos hôtes euh, et donc d'accueillir Fabien et Nina. Et c'est là que vous pouvez vous démuter. Super. Bonsoir, Ah, bon jus de pomme à tous. Génial. Et il vient de marquer des points là dans le chat. Mettez tout de suite des pommes pour Fabien et Nina. Je pense que là, ils sont au top. But de la chaîne, partager le savoir et glorifier les pommes. Exactement. Nous avons même un- un- une rubrique Discord sur les pommes. Voilà. Or donc, euh, bah, je vais peut-être bonsoir aux invités avec les pommes Anishka, merci. Du coup, bah, juste pour rapidement présenter, donc Angel Corp, pour introduire, moi c'est une maison d'édition que j'ai rencontrée aux Imaginales, le festival de l'imaginaire en littérature, l'année dernière, et puis moi j'ai accroché à leur projet, ils nous en diront plus, mais donc qui est rapidement en fait de monter tout un univers transmédia, donc qui mêle la littérature, mais aussi notamment les jeux vidéo et d'autres projets en cours. Euh, et donc voilà, et donc ça m'avait tout de suite plu, et je me suis dit, bah tiens, on va les inviter, c'est génial. Je vous laisse, Nina peut-être, ou Fabien, peut-être déjà quelques mots rapidement, présenter la maison, le projet en quelques mots, d'où ça vient, peut-être. Voilà. Donc Angel Corp, c'est une toute jeune entreprise créée en 2019, vraiment avec cette idée de projet transmédia, de raconter des histoires sur différents médias qui se complètent les uns les autres. Et on a commencé doucement, 2019 c'était vraiment poser les bases, 2020 les premiers financements, et 2021 on a pu faire une campagne de crowdfunding Ulule qui a permis de financer les premiers ouvrages, et puis Lina nous a rejoints pour, voilà, pour vraiment faire du boulot de pro. Elle pourra se présenter, plus en détail tout à l'heure, et puis on a fait nos premières publications et là on avance tranquillement, on fait notre petit bout de chemin. Ok, Nina, tu veux ajouter quelque chose?
En fait, je peux présenter, oui, la partie donc maison d'édition. Elle a 2 vocations chez Angel Corp, donc c'est publier à la fois les ouvrages des univers transmédia qu'on va développer, donc que ce soit des romans, des recueils de nouvelles, potentiellement des mangas, des BD pour des projets, et d'autre part aussi publier, des romans d'autres univers, en fait, d'auteurs extérieurs comme une maison d'édition, classique. Voilà. C'est vraiment ces 2 volets-là sur Angel Corp, qui sont la spécificité, quoi. D'accord. Alors moi du coup, bah, je vous vois tous les deux, je me dis, bon bah alors, donc vous êtes tous les deux chez Angel Corp, quel est votre rôle chacun dans la maison d'édition? Alors moi, je suis le fondateur de l'entreprise, donc gérant, plutôt avec la casquette, gestion, finance, ressources humaines, heu et j'ai qu'un petit pied dans la maison d'édition, à vrai dire, puisque on a les activités, édition de livres, jeux vidéo, et l'activité jeux vidéo a a pris un peu le pas en termes de personnel, enfin de membres de l'équipe, hein, et donc c'est ça qui m'occupe pas mal. Et heureusement que j'ai Nina pour la partie édition de livres, puisqu'elle a beaucoup plus d'expérience, dans le métier. Elle est très autonome. On fait des points réguliers, sur l'activité, sur les publications, mais la maison d'édition, c'est surtout Nina. D'accord. Et du coup, bah Nina, c'est quoi du coup, ton job plus précisément? Je suis responsable d'édition, je m'occupe de toute la partie éditoriale, de la partie commercialisation pour l'instant puisqu'on est en auto-diffusion. Sur la communication, je suis aidée parce qu'on a quand même une équipe communication pour le jeu vidéo qui m'accorde un petit peu de temps pour les livres, merci à eux, donc je suis un peu aidée, mais voilà, je regarde quand même ce qui se passe. Voilà, de toute la partie livre. Ok. Et bah, si justement par rapport à ça, vous pouviez vous présenter un peu quel est le parcours qui vous a mené finalement à devenir éditeur, parce que bah, c'est pas facile hein, d'être éditeur de nos temps, surtout là dernièrement, les dernières années, c'était un peu dur. Enfin, par exemple, moi je sais que ma maison d'édition est en train de faire faillite. Du coup, je sais que c'est un peu complexe, on jongle avec tout ça, donc bah, d'où ça vient, etc. Je sais pas. Fabien, par exemple, d'où t'en es Allez, venu je à vais me fonder lancer, ça, et après Nina. c'est ça. On va dire que c'est une passion depuis tout petit, d'aimer les univers imaginaires, alors que ça soit sous forme de livres ou jeux vidéo ou cinéma. Et je suis pas du tout parti là-dedans pour mes études. J'ai fait une école d'ingénieur à la base, j'ai travaillé 15 ans comme ingénieur, mais j'avais ce projet qui me titillait, qui a pris le temps de mûrir pendant toutes ces années. Et justement en 2019, au moment de créer la société, hem, en fait on y reviendra, mais j'avais bâti un univers de fiction, Ténébrae, écrit le premier livre, et puis je me suis dit, est-ce que je suis la voie classique avec aller frapper à la porte des maisons d'édition? Est-ce que je m'auto-édite? Ou est-ce que je tente, un pari, un peu différent, de créer une boîte et d'essayer de faire à la fois du livre et du jeu vidéo, pour que les 2 puissent se compléter? Et de manière, alors c'est l'ingénieur qui a parlé, plutôt le gestionnaire d'entreprise, j'ai fait un business plan tout simplement, et je me suis assez vite rendu compte que démarrer que de l'édition de livres, ça serait très compliqué, mais qu'en l'adossant à un studio de jeux vidéo, il y avait le potentiel de faire quelque chose de différent. Et c'est un pari qui est payant, puisque pour le jeu vidéo notamment, on a trouvé un partenaire, un éditeur de jeux vidéo, qui a été séduit du fait qu'il y a un univers complet, qu'il y avait déjà des livres, publiés. Le jeu vidéo, un jeu de rôle, on y reviendra, mais avec un côté narratif assez fort. Et et du coup, le fait de voir qu'il y avait de la matière avec les livres pour raconter des histoires déjà écrites, ça a été un bon plus. Et moi, par contre, j'avais pas forcément d'expérience, dans l'édition. Nina pourra vous le raconter mieux que moi, mais on a vraiment démarré par une campagne de crowdfunding, en se disant: «Ben, ça permettra de prendre la température, voir si ça marche». Et une fois la campagne réussie, bah, voilà, maintenant il fallait faire les livres, et du coup on s'est dit: «Ben, on a besoin d'une ou d'un professionnel», et on avait posté une annonce, fait un processus de recrutement, et on a eu le plaisir de trouver notre perle rare, en la personne de Nina. Excellent.
Et donc Nina, toi, d'où tu viens? Quel est ton parcours avant d'être ici? Moi, pour le coup, comme Fabien, les univers imaginaires, ça remonte à très loin, hein. C'est ce que j'ai toujours lu et aimé. Par contre, j'ai choisi de m'orienter dans l'édition. Donc, j'ai un master d'édition que j'ai fait à Paris 13. Non, non, maintenant. Voilà, ça ne me rajeunit pas, mais je l'ai eu en 2009. Donc, voilà. À la suite de quoi, j'ai été embauchée dans une grande maison du groupe Hachette. J'ai passé 8 ans là-bas. Donc, du coup, j'ai grimpé un peu les échelons parce que j'ai commencé assistante d'édition et passé éditrice, etc. Et puis après, j'ai quitté Paris. Et quand on quitte Paris dans l'édition, c'est très compliqué. Donc, j'ai été en freelance pendant plusieurs années, enfin, ouais, 3-4 ans. Et puis, je suis tombée sur l'annonce de Fabien, qui était pas trop loin puisque je suis à Lyon et Saint-Étienne. Et j'ai postulé et j'ai eu le plaisir de les rejoindre. Voilà, Ok, mon trop bien. parcours. Nia, j'ai juste une demande dans le chat en attendant, je vais rebondir sur une question pour Fabien. Il y a une demande de s'il y a moyen d'augmenter un petit peu ton son. Je sais pas. Je vais tenir le micro, mais Est-ce que du coup, ah, Fall Stress, j'ai pas osé interrompre du coup la super présentation. Du coup, dis-nous si ça va un peu mieux. Euh, du coup, moi je voulais poser comme question euh, par rapport à comment dire à la maison d'édition et enfin comment ça se passe en ce moment la maison d'édition. Alors je sais pas si on a le droit de répondre, etc. Mais comment ça se passe? Est-ce que ça marche bien? Quelles sont les difficultés par rapport à aujourd'hui? Euh, voilà, je sais pas si j'ai le droit. On en Alors, parlait encore ce matin avec le papier, mais il y en a d'autres. d'accord, oui. Mais euh, ouais, c'est un secteur qui est assez concurrentiel. Il faut se faire sa place, ça prend du temps. Et c'est vrai que le challenge de Nina à son arrivée, c'était de publier les livres dans l'univers de Ténébrae avec la campagne de crowdfunding. Et puis derrière, ça a été de vraiment développer l'activité et puis de se faire sa place dans les librairies. Mhm. Et on avance petit pas par petit pas. Euh, je te passe le micro, Nina. oui, bah, qu'est-ce qui est en ce moment difficile de se faire une place, enfin la notoriété, d'augmenter la notoriété, de se faire connaître. Oui, le prix du papier en ce moment, enfin pour les problèmes conjoncturels, si je puis dire, bah, en ce moment c'est le prix du papier, ça touche tout le secteur de l'édition, c'est un gros problème. Euh, il a pris, pour ceux qui ne sauraient pas, il a pris plus 50% cette année quasiment. Donc, quand on imprime des livres, c'est un problème. Euh, voilà. Ouais, je vois. Alors, pour aller plus en détail, je vous propose de passer sur la slide suivante, que voici. Donc là, on passe sur la présentation globale de la maison d'édition. Donc c'est au-dessus de nous, vous avez toute la ribambelle des personnes présentes représentées sous forme de diablotin, c'est ça? C'est ça, c'est les petits diablotins d'Angel Corp. D'accord. Et Il, donc ça c'est il en manque un petit peu, mais bon, c'est une bonne base. d'accord. Et du coup, bah, est-ce que qui sont un peu peut-être tous ces gens et quel est leur rôle dans la maison d'édition? Enfin, dans la maison transmédia. Dans la boîte, on va dire, ouais, dans Oui. le, dans le studio. On se présente souvent comme un studio créatif, transmédia, à la fois studio de création de jeux vidéo et maison d'édition de livres. Et là, au dernier compte, on était 22, pas tous à temps plein, bien sûr. Il y a beaucoup de compétences dont on a besoin, mais qu'on ne peut pas se payer à temps plein pour une jeune boîte qui démarre. Et on va dire en présentiel à Saint-Étienne, généralement, on est 10-12. Donc, c'est ceux qui sont représentés sur les images de Diablotin. Et donc sur les 22, bah, il y a du management, comptabilité, une grosse équipe jeux vidéo, qui est quand même l'essentiel de l'entreprise, l'équipe comme marketing, et puis l'équipe édition. Je rebondis sur ta question précédente, hein, jusqu'en août dernier, Nina était avec Meryl et Alice, qui étaient alternantes et qui
avec qui on n'a pas pu continuer à partir de septembre. Donc on les remercie quand même pour tout le temps passé ensemble. C'était un pari en fait au démarrage de la maison d'édition, on va dire l'année dernière, de dire bah voilà, il faut une équipe pour lancer la machine. Et on a commencé à se faire notre place petit à petit, mais bah, les objectifs étaient peut-être ambitieux sur une boîte qui démarre, et du coup, bon, on a fait le choix de continuer avec uniquement Nina. Et puis voilà, en se faisant notre place petit à petit, ouais. Après, je sais pas si tu as envie qu'on détaille Non, toute bah peut-être l'équipe, c'est pas. peut-être pas l'objet, mais je leur fais un grand coucou. Je sais qu'il y en a qui sont en train de suivre le live. Salut! Et puis, voilà, c'est une équipe talentueuse, relativement jeune. On va dire que sur l'équipe présente à Saint-Thé, avec Nina, on est les deux anciens, Hein. on peut le dire comme ça. Euh, mais ouais, on s'ennuie pas en tout cas. Bah, c'est une équipe de passionnés et super dynamique, donc c'est chouette. Alors Nina, justement, comme c'est toi qui te charges plus de la mission à la maison la partie édition de livres, et que on en avait un peu déjà discuté avec Fabien mercredi, mais moi, quand j'ai demandé autour de moi, mais quelle question vous poseriez à un éditeur, la première chose qui est venue et qui vient généralement, c'est mais comment vous faites pour choisir un manuscrit? Alors, alors, est-ce que je peux te poser cette question? Est-ce que tu acceptes de répondre? Oui, oui, bah tu peux me la poser. J'ai augmenté un peu le micro, je sais pas si ça marche. Oui, ça marche très bien, Euh, comme ça. alors, bon, déjà, il faut quand même s'imaginer que dans les maisons d'édition, le tri des manuscrits est souvent plus ou moins délégué, hein. Enfin, c'est pas le cœur de. Voilà, moi, je vais vous dire un peu comment ça se passe chez Angel Corp. Donc, en fait, donc on reçoit des manuscrits, mail. Euh, je les entre dans un tableau de suivi, je regarde un petit peu le synopsis qui accompagne. Euh, et ensuite, en fait, je le dispatche. J'ai un comité de lecture bénévole, donc je leur dispatche les textes en fonction un peu de leur sensibilité, voilà, de ce qu'ils m'ont dit qu'ils pouvaient avoir à lire. Enfin, j'essaye d'être un peu à l'écoute, déjà qu'ils sont bénévoles. Donc voilà, après, ils me font un retour. Et à partir de là, si c'est plutôt positif, je vais le confier à un deuxième lecteur pour avoir un deuxième avis. Et ensuite, je regarderai moi s'il y a vraiment 2 avis positifs et je regarderai moi et je déciderai si oui ou non on publie. Je peux quand même ajouter que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'il y a juste la qualité du texte qui va entrer en jeu et cetera. Il faut s'imaginer qu'il y a quand même beaucoup d'autres paramètres qui rentrent en ligne de compte. Heu, Ça peut être, le profil de l'auteur, ça peut être une politique par rapport à ce qu'on a publié dans l'année. Par exemple, là, cette année, on a publié un roman d'anticipation qui est assez sombre. Bon, même si la fin est très belle, il est un petit peu déprimant. On n'allait pas en faire d'autres dans l'année. Donc on a reçu des trucs avec beaucoup de virus, beaucoup de Covid en ce moment, de trucs de voilà, bon, ça, c'est vrai que en dehors de en dehors de la qualité du texte, enfin, sauf si vraiment on était tombé sur une pépite, un chef-d'œuvre, et cetera, mais en dehors de ça, on les a un petit peu écartés, d'emblée. Donc il faut bien s'imaginer qu'il n'y a pas que la qualité du texte, entre guillemets, qui rentre en c'est ça que des fois les gens ont du mal à s'imaginer, je pense. D'accord. Et puis pour compléter, je pense qu'il y a aussi le fait qu'on a une petite maison d'édition qui débute. Lors de nos derniers appels à manuscrits fin 2021, on en a reçu près de 120. Et au final, on en a publié 4 hein, parce qu'on n'a pas des budgets infinis. Donc, quand on refuse aussi des manuscrits, ça ne veut pas dire que le texte est mauvais, que l'histoire est pas bonne, Complètement. mais c'est aussi que bah, le choix était difficile. Oui, par exemple, chez Euh, Angel Corp aussi, on a écarté, parfois des sagas parce que une saga, c'est engageant, enfin voilà, c'était quelque chose qu'on ne pouvait pas se permettre aujourd'hui, vu la taille de notre entreprise. Donc on a pu avoir des sagas qu'on a trouvées, potentiellement assez bien et prometteuses, mais qu'on a écartées pour l'instant. Par exemple aussi. Je Excuse-moi vois. Fabien. Mais c'est des choses auxquelles on ne pense pas, et c'est vrai que moi, c'est ce qu'on m'a dit par rapport à ce que j'avais écrit. Enfin, coucou Blau, c'est une pote à moi qui est en Irlande en ce moment, enfin bref. Euh, oui, c'est ce qu'on m'a dit, donc comme moi j'ai écrit le mien et qui maintenant cherche. Mais pour l'instant on n'a pas trouvé. Mais voilà, pour l'instant c'est un bon petit truc de 800 pages qui est
clos sur lui-même, mais du coup qu'on peut diviser sans problème. Mais bah, c'est vrai que 800 pages d'un coup, ça fait lourd. Et donc on m'a dit, bah tu voudrais pas en écrire un plus petit pour commencer, machin. Donc bon, j'ai commencé, puis on va voir ce que ça donne. Alors il y a Blau qui demande, donc vous publiez surtout des livres qui fonctionnent tout seuls. Bah, en tout cas, pour l'instant, c'est ce qu'on a fait, ouais. Sauf du coup dans Ah, je l'univers veux dire des. ténébré qu'on verra. Ouais, Sauf Ténébrae, bien Qu'on sûr, verra. parce que c'est l'univers de base de l'entreprise, en fait. d'accord. Et des livres indépendants, ouais, pas des séries. Je cherchais à comprendre la phrase Oui. et je me disais des livres qui marchent tout seuls sans qu'on ait besoin de faire de promotion et c'est Ah non, non, et, je et pensais c'est que c'était rare. ça la question. Oui, Non, non, ça. pardon Blao, j'avais pas bien compris. Euh, ouais, bah pour commencer, oui, on adorait faire des sagas euh, avec leurs petites jambes, ouais. Des livres qui courent. On adorait faire des sagas, c'est le pari d'ailleurs avec Ténébrae. Mais bah, ouais, ça veut dire, comme Nina disait très bien, ça veut dire s'engager sur potentiellement plusieurs années. Euh, si on publie le premier, puis qu'il marche pas si bien, et que du coup, bah, on publie pas le second, c'est un peu triste pour tout le monde. Donc là, c'est vrai qu'on débute par des livres solo. Et ça nous est arrivé de donner le même conseil que celui que tu as reçu, hein, de Mm. dire 800 pages, ouais, on va avoir du mal. Mais par contre, la plume est bonne, il y a du potentiel. Et c'est vrai que c'est bien comment dire, de commencer à se faire un nom littéraire, parfois avec des plus petites publications. Ouais. Mm. Et j'avais une question, mais je l'ai oubliée. Voilà, c'est tout à fait moi, ça, c'est tout le temps comme ça. D'ailleurs, Ça du va coup, revenir. si dans le chat vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah voilà. Tahari Luna qui dit, est-ce que vous donnez des comptes rendus Ah ben voilà, c'est la question que j'allais te poser parce que effectivement, la plupart des maisons d'édition ne donnent pas de retour puisque bah, il n'y a pas de temps en fait. Il y a tellement de manuscrits reçus, etc. et tellement d'autres travail que bah, c'est pas possible de donner de réponse. Mais tu me disais à l'instant que ça t'est arrivé de donner conseil. Alors, est-ce que vous arrivez à le faire ou pas? Parce que bah, même mine de rien, 120, c'est beaucoup, quoi. Alors, un conseil, c'est pas la même chose qu'un avis sur le texte. Voilà, quand on a une somme de 1000 pages et qu'on dit qu'il faudra la couper en deux, ça nous prend 2 secondes. Rendre un avis sur un texte, remplir une fiche de lecture, voilà, ça prend beaucoup de temps. Donc en effet, on le fait pas, en tout cas pas systématiquement. Euh, voilà. Les seuls pour lesquels potentiellement je le ferais, c'est des auteurs qui ont déjà publié chez nous, du coup, et qui Mm. nous soumettent un deuxième texte. Donc là, oui, ce sera un retour détaillé. Il y a Mais déjà un sinon, engagement auprès d'eux. ouais, voilà. Ça, Déjà, enfin, il y a une relation qui est bâtie. Mais c'est vrai que sinon, mais sur les sinon, non. 120, on n'a pas fait 120 fiches de Bah oui. lecture, peut-être une vingtaine. Et parfois, c'est difficile. Enfin, il y a des textes qu'on reçoit qui sont. On lit les premières pages et on se dit, oula, l'histoire est pas super. C'est très difficile à dire à un auteur, en fait. Mm. Donc, on préférera peut-être le message type succinct. Ouais. Et certains auteurs vont chercher à savoir, ils vont nous dire qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu, mais on n'a pas forcément le temps clairement, de faire ces réponses-là. Ouais. Mm. Eh bah, c'est Par sûr. contre, ce que je conseille souvent, du coup, aux jeunes auteurs, c'est d'aller sur des forums, par exemple, d'écriture. Il y en a beaucoup, hein, même des Discord, des groupes comme ça, pour se faire bêta-lire, en fait, par des gens qui ont un regard objectif, parce que les relectures familiales, par exemple, ça a un peu ses limites. Donc, idéalement, faites-vous relire par des gens regard extérieur, en fait. Et voilà. Ça, je pense que ça peut apporter beaucoup. Bah voilà, bah pour tous ceux qui écrivent dans le chat, parce que je sais qu'il y en a quelques-uns, voilà. Vous avez déjà des premiers conseils à ce sujet. Mm. Et c'est vrai qu'on sait qu'il y a d'autres maisons d'édition qui prennent même pas le temps de répondre, parce que là on dit 120 en un an. Les grosses maisons d'édition, c'est des centaines par année, donc si on prend le temps de répondre à chacun, en fait, on n'a même plus le temps de faire notre boulot. Et c'est tout le monde y perd. Donc pas simple. Ouais, moi je me rappelle là, j'étais d'ailleurs très choqué, enfin choqué et très agréablement surpris, hein. J'avais envoyé mon manuscrit à Brajlon
qui du coup au bout d'un an j'avais pas eu de réponse alors qu'ils disaient qu'ils auraient une réponse, donc je les ai relancés et le monsieur a fait tout de suite ah excusez-moi c'est ma faute, je vais faire passer le mot et revenez me contacter en septembre. Donc je l'ai relancé, etc. Bon, il y a eu un problème de mail, je passe les détails. Mais finalement, après plusieurs échanges, il m'a dit oui, là, je suis en forum, etc. Revenez me voir la semaine prochaine, etc. Machin. Alors, il se trouve que la réponse a été non. Mais j'ai été touché par le fait que une si grande maison d'édition prenne le temps, enfin, voilà, Bien pour sûr, le manuscrit, pour échanger c'est plusieurs ça. mails, etc. De se dire ouais, on va le faire, quoi. Ça, c'était génial. Ouais, clairement, les maisons d'édition, elles reçoivent du volume, et alors que quand on est du côté auteur, bah, souvent on a un texte, 2 textes, c'est nos bébés, donc Mm. on a envie qu'ils soient bien traités, et c'est pas toujours évident. Mais du coup, c'est bien qu'il y ait de l'empathie, que les éditeurs se mettent dans la peau des auteurs, et vice versa, que les Oui. auteurs se rendent compte que les éditeurs sont parfois noyés. Là, en ce moment, on a un appel à manuscrits qui est ouvert, donc vous pouvez voir sur le site internet. On reçoit pas mal de textes et on nous envoie des relances pour nous dire bon, j'ai pas reçu d'accusé de réception. Et non, on fait pas d'accusé de réception systématique parce que ça serait du temps perdu qu'on peut pas utiliser pour relire les textes, par exemple. Et les retours, on les fera une fois le texte lu. Mais non, il faut se rendre compte que c'est pas systématique. Ouais. Tu parlais Moi, de je suis, l'exemple de Brajolone, je sais pas s'ils avaient fait un accusé de réception, mais Non, je pardon, pense Nina, pas, vas-y. non, je pense pas. ouais. Non, mais parce que moi, je voulais dire que je suis vraiment très vieille et que quand j'ai commencé, on recevait les ouvrages en papier. Donc, effectivement, on faisait pas d'accusé de réception, hein, et en plus, ça coûtait beaucoup plus cher aux auteurs qui étaient obligés d'imprimer je ne sais combien d'exemplaires de leurs textes pour les envoyer à tous les éditeurs. Donc, Mm. c'est vrai que Et il y avait alors une question que du coup j'ai posée, mais qui revient également chez la plupart euh, je poserai ta question après, Blau. Euh, Combien de temps? Le temps de réponse. alors chez Angel Corp, entre 6 mois et 1 an. Mm. Voilà. Et après, une fois que le manuscrit a été sélectionné, il y a combien de temps entre justement le passage de, enfin le, le fait qu'on ait dit oui et la publication officielle? Alors là, c'est extrêmement variable. Ça va dépendre de s'il y a beaucoup de corrections à faire, des disponibilités de l'auteur pour les faire, pour revoir son texte, pour retravailler dessus. Ça va être entre le record, si le texte est vraiment parfait, ça peut être genre 3 mois. Et sinon, sinon ça peut être 6 mois, 1 an. Voilà, à partir du moment où le texte il nous plaît et qu'on va travailler dessus, bon, on le met dans le planning en coordination avec l'auteur. Donc il y a pas d'urgence, entre guillemets. Mhm. C'est vrai qu'on peut détailler le cas d'un oui, où ça aura passé le premier tri, le comité de lecture, la validation par Nina. On en parle ensemble. On voit la taille qu'il fait, si ça passe dans nos budgets. Et une fois que Nina donne dit un oui à l'auteur, bah derrière, il faut préparer un contrat. Il y a souvent des négociations sur le contrat. Il y a un travail éditorial qui est conséquent, de corriger le texte, envoyer les corrections, propositions de correction à l'auteur, Mhm. qu'il les relise, qu'il les accepte ou non, donc s'engage une discussion, et ça peut prendre un petit peu de temps, ouais, effectivement. Et puis derrière, bah, il y a le côté logistique, financier, faire des devis avec les imprimeurs, voir aussi leur délai à eux, parce que selon la période, ils sont plus ou moins dispo. Et puis voilà, une fois qu'on envoie le go à l'imprimeur, on sait à peu près quelle va être la date de réception de l'ouvrage, et encore même pas tout le temps, puisque des fois il y a des machines d'impression Ouais. qui tombent en panne, ça Mhm. décale un petit peu. Euh, Nina pourra en parler, mais il y a une coordination avec l'équipe com aussi pour communiquer sur le lancement, la partie communication sur les réseaux sociaux, relations presse, etc. Donc c'est tout un pipeline, quoi, tout un process qui peut prendre pas mal de temps. Ouais. Ok. Si vous avez des questions, ah oui, d'accord, du coup il y a Blau, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas, puisqu'on va bientôt passer du coup sur le passage univers de Ténébrae et l'univers de la maison, donc la deuxième partie de cette rencontre. Du coup, Blau qui demandait d'ailleurs les ouvrages papier, vous en faites quoi? Donc je suppose qu'il s'agit des ouvrages, enfin, quand,
quand on vous les envoie par la poste. Et que une fois que vous avez fini de les lire, de les prendre ou de les refuser. Aujourd'hui, on n'en reçoit plus, hein. On a Oui. dû en recevoir quoi, 2 en 2 ans? Ouais, Euh, c'est très très rare. En fait, ça c'est peut-être arrivé, 2-3 fois, mais souvent c'est des livres qui sont déjà imprimés en auto-édition, Mm. en impression à la demande. Hem et donc à partir de là, souvent on a une lettre d'accompagnement. On peut assez facilement le lire et puis voir, ce qu'on en pense. Mais c'est arrivé très, très rarement, donc on les renvoie pas à l'auteur. Souvent il nous dit: C'est votre exemplaire», donc on le garde tranquillement on dans les nos a locaux, gardés, ouais, pour l'instant. D'accord. voilà. Hem, c'est pas un plus, il y a peut-être des auteurs qui disent: c'est un plus, ça montre que j'ai fait l'effort». Alors c'est bien, c'est un format différent, mais ça va pas nous faire forcément dire oui, plus facilement, quoi. Mm. Ça reste très rare à notre époque, hein. Oui, moi je sais que quand il y a des maisons d'édition qui demandent la version papier, je suis toujours. Ça, bon, c'est pas que ça m'énerve, mais Ça bon, refroidit un je peu, me ouais, dis parce que c'est bon. un coût quand même engagé, Ouais, un coût d'impression, c'est aussi pas très écologique, voilà. donc Voilà. Donc là où c'était bien sa question, donc c'est parfait. Du coup, voilà. Du coup, donc là, si le mot de la fin pour Nina, est-ce que tu voilà, veux rajouter si quelque Nina, t'as un mot chose de la sur, fin. Et bah, non, merci beaucoup, pour l'invitation De et rien. bon, j'ai pas eu le temps de vous partager mes recettes de pommes parce que j'en ai quand même des mince? gâteaux aux pommes, Ah mais là là, mince, mais tu viens sur le Discord et tu partages tout, hein. Ouais, la prochaine fois. Et ouais. nous, on en aura Le aussi à te partager, hein. Super, Ouais. bah, merci. Peut-être le mot de la fin, c'est, d'aller voir sur nos sites Bien internet, sûr. puisqu'il y a les appels à texte. On a un appel à manuscrit et puis, un appel à texte particulier pour Ténébrae, pour un recueil de nouvelles, et puis vous pourrez voir aussi les nouveautés qu'on a publiées depuis la rentrée, puis même sur l'année. Il y a des choses très sympas, donc bonnes idées de cadeaux de Noël. Justement, en parlant, il y a des lives en préparation avec les différents auteurs de la maison. Mais on en reparlera une prochaine fois. Bien sûr, tous les réseaux, les lives, enfin les réseaux, les liens vers les réseaux, le site de la maison d'édition, etc. seront disponibles dans la rediffusion sur YouTube. Et il y a eu une question qui est juste posée là rapidement avant que tu partes. C'est est-ce que vous avez des engagements écologiques dans l'édition? Alors nous, on imprime à côté, en région Rhône-Alpes. C'était un engagement fort qu'on a pris au début parce qu'imprimer à l'étranger, ça nous aurait coûté beaucoup moins cher. Heu, Après, au-delà de ça, on regarde pour, faire du print on demand, donc qui tout bénef, hein, pour un peu bénef pour les 2 parce qu'avec le prix du papier en ce moment, ça nous intéresserait aussi, mais il y a quand même la dimension, écologique qui fait qu'on n'utilise plus du papier, sans on n'imprime pas les livres en amont, donc ça Hmm. utilise moins de papier qu'on peut prendre. Ok. Oui, je pense que le choix le plus fort qu'on a fait, c'est vraiment de choisir un imprimeur, local, quoi, de faire du made in France. On nous avait conseillé, de faire imprimer en Italie. Bulgarie ou, Mmh mh. en Italie. C'est sûr qu'au prix unitaire, ça serait revenu beaucoup moins cher, mais par contre, ça rajoute, des frais de transport, c'est des conditions de travail qu'on peut pas forcément vérifier. Donc là, on fait bosser une boîte, locale, on a des bonnes relations, on en est très content. On peut les citer, c'est CPEC dans l'Ain Et comment ça et s'écrit? Je vais le mettre. SEPEC. Ok. Oui, mais là, le Et problème, c'est que tu as parlé des pannes machines tout à l'heure. ça arrive, ça arrive, hein. Personne n'est parfait, hein, Ouais. donc Non, mais ça se passe très bien avec eux, ouais, ouais, ouais. Non, personne n'est parfait. Enfin, pour avoir parlé, bon, c'est un autre sujet, mais on fait partie de l'association des éditeurs stéphanois et puis des éditeurs, Auvergne-Rhône-Alpes. Pour avoir discuté avec d'autres éditeurs, et des fois, ils nous racontent de ces histoires sur les bouquins reçus. Il faut bien choisir son imprimeur aussi. Ouais, C'est un d'accord. partenaire important, puisque c'est lui qui donne vie au livre, Ouh. finalement, quoi. Alors, on fait des e-books un petit peu, on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que en tant que passionné de livres, on aime bien quand même le livre papier qui va prendre sa place sur la bibliothèque, on va pouvoir manipuler, sentir. Donc c'est grâce à l'imprimeur aussi. Ok. Je viens de voir un follow. Merci, merci. Hello there, General Kenobi. Voilà.
Et puis oui, d'accord, d'ailleurs, bon, je le redirai à la fin, mais effectivement, il y a un goal, là on doit être à 92 ou 93 followers, mais à 100, il y a un goal. Mais on en reparlera à la fin. Voilà, du coup, je propose qu'on passe sur la version, sur la suite de la rencontre, et donc là, ce sera plus concentré sur l'univers même, quelles sont les inspirations, comment il a été créé, etc. Qu'est-ce que c'est que Tenebrae et Wicked Irons. Du coup, pour ça, Merci beaucoup, Nina. voilà, Merci, au revoir. À Salut, bonne bientôt. soirée. les Merci. bisous. Alors voilà, et donc là maintenant, il faut que je passe ici et que je fasse Hop, un c'est bon. petit réglage. Alors en attendant que je fasse le réglage qui va être très rapide, est-ce que tu peux présenter rapidement le projet Tenebrae, qu'est-ce que c'est, quelle est la base de cet univers, comment il fonctionne? Alors, avec grand plaisir. C'est un univers que j'ai commencé à bâtir il y a une vingtaine d'années, pour tout dire. D'abord sous forme de hobby. On va dire que j'avais un passé aussi de rôliste, donc j'aimais bien créer des univers, des donjons, des personnages, des histoires. Et puis, petit à petit, j'y ai pris goût et je me suis dit: «Pourquoi pas écrire ma propre histoire?» Donc au début, c'était juste comme ça, quelques petits textes, et puis c'est devenu le projet d'un roman complet, puis d'un cycle de romans, puis, d'un univers à part entière. Et donc j'ai vraiment pris le temps pendant toutes ces années, en parallèle, des études, la vie professionnelle, familiale, heu, d'écrire, le premier tome, de dessiner le scénario des tomes suivants. Et puis ça nous amène de l'an 2000 jusqu'en 2019 où le premier tome était presque prêt. J'avais pris le temps aussi d'étudier, le secteur, économique de l'édition, plus largement des industries créatives, jeux vidéo, animation, toutes ces choses-là. Et d'étudier comment dire? Les aspects économiques aussi, puisque, dans le monde de l'édition, effectivement, on l'a dit, l'imprimeur, prend une partie, l'éditeur une partie, le distributeur une partie, enfin alors ça soit le libraire, soit d'autres types de diffuseurs, et l'auteur a une petite part. Et je me suis dit: pourquoi pas créer Oh zut! une boîte? Ah oui, c'est bon, c'est Ce revenu. qui permettra déjà d'avoir un petit peu plus de c'est revenu, super. Ouais, c'est Déjà revenu. d'avoir un petit peu plus de liberté créative, et puis aussi, en cas de capter une plus grosse part des revenus en étant à la fois éditeur et auteur, et puis surtout de réinvestir tout ça dans le développement de l'univers. Voilà, ça c'est le cheminement. Après sur l'univers, en tant que tel, c'est un mix, on va dire, c'est un cocktail. Donc c'est un mélange de dark fantasy, fantasy noire, donc le côté obscur de la fantasy, et puis, côté cyberpunk aussi, donc des aspects science-fiction. On pourra y aller plus en détail là-dedans. Mmh. Du coup là, il fallait que je te dise, parce que Anishka nous a donné un verre de jus de pomme, en fait c'est une capacité que les viewers ont, et quand Ah, très bien. Anishka prend soin de nous, en fait c'est notre tante des pommes à tous, et comme on le voit qu'on parle beaucoup et qu'on boit pas, et bah elle te donne un petit glouglou, voilà. Super. Merci, et santé. Euh, voilà, alors du coup, pour cet univers, moi j'avais préparé une petite ribambelle de questions, d'ailleurs si vous en avez dans le chat, n'hésitez pas, évidemment. Euh, Quelles sont vraiment, ouais, les bases? Bah tiens, Fall Stress qui te redonne à boire. Alors si tu veux, t'es pas obligé, hein, Ah! Santé! ça va aussi. Allez hop, ils vont nous rendre tout rond. Glou glou. Alors, sur cet univers, bah, comment ça fonctionne? Enfin, est-ce qu'il y a des différents pays, différentes races? Est-ce qu'il y a un concept, c'est-à-dire est-ce qu'il y a de la magie? Comment s'habillent les gens? Un peu à quoi ça ressemble de manière générale? Alors c'est une question très vaste, il y a plein de choses à raconter. Donc, oui, je me suis bien éclaté sur le travail de création de monde. Donc c'est une planète qui s'appelle Tenebrae, où il y a principalement 2 continents. Continent principal qui s'appelle Monstrogo, un continent plus petit, plus sauvage qui s'appelle Zorgo,
et avec énormément de royaumes, de nations, de cités-États. Et donc le côté politique, géopolitique est assez développé, avec pas mal de factions, d'alliances. Et au niveau des races, on retrouve énormément de races de fantasy, certaines bon, classiques, hein, type des orques, des elfes, et puis d'autres beaucoup beaucoup plus exotiques, plus rares, donc à découvrir dans le livre. Comme je disais tout à l'heure, il y a un cocktail au niveau des genres, hein, dark fantasy, cyberpunk. Donc ça a une influence aussi sur le côté atmosphère, sur le côté vestimentaire. Aussi, il faut s'imaginer ce mélange de comment dire? De médiéval fantasy un peu sombre et puis cyberpunk avec, des prothèses, des tenues treillis, des choses comme ça. C'est un peu le pitch du premier roman, Phobos. C'est, en fait, Phobos, il est, mi-ange, mi-démon. Ah, il faut boire un coup? Non, OK. oui, bah, si tu veux. Non, là, il n'y avait pas. C'est J'avais la pas compris. geste. Je t'ai vu bouger la main, je me suis dit: «C'est le Non, signe, en fait, faut y j'essayais de aller». leur montrer le roman qui est juste là, OK, le Phobos. C'est vrai, je vais te faire un signe super. glougou, c'est comme ça. Glougou. OK, ça marche. Non, c'est Un peu la l'âge. fatigue de fin de journée. T'inquiète Et ouais, pas. du coup, Phobos, mi-ange, mi-démon, bah, qui est né sur cette planète Ténébrae. Et lui, c'est plutôt un idéaliste, il a envie d'en faire un monde de paix et d'amour. Et donc bah, c'est un vaste programme. Pour ça, il va devoir apprendre à maîtriser ses pouvoirs, la colère qui brûle en lui, et puis trouver des alliés, des mentors, et vraiment affronter les obstacles de la vie. Et donc le tome 2 s'appellera Lunae, sa petite amie qui est une princesse vampire. Donc ça permettra d'avoir un point de vue plus féminin, plus féministe aussi sur l'univers. Les 2 pourront se lire indépendamment comme 2 points de départ, avec leurs histoires qui se croisent et qui convergent dans le troisième tome, qui s'appellera Solaris, où leurs groupes vont fusionner, voilà, pour un petit peu une fin de trilogie en apothéose. Et puis, bah, si ça marche bien, pourquoi pas continuer par la suite, hein. Les idées sont là. Mhm. Ce qui est souvent difficile, c'est de trouver le temps pour Ouais. écrire. Je pense que tu vois bien ce que je veux Oui, dire oui, et tout puis à les fait. Je vois tout à les fait. autres auteurs aussi. Ok. Alors, du coup, sans tout à fait spoil, avant de rentrer dans les détails, est-ce que tu peux nous faire le pitch du coup de Phobos? Sans, Ah sans, alors sans, c'est sans divulgacher, hein. Simplement histoire de donner envie à tous les gens qui nous écoutent de le lire, c'est justement. ça. Bah, alors c'est ce que j'ai fait il y a 2 minutes, D'accord. mais on peut aller un peu plus en détail, donc notamment sur le début de l'histoire. Donc au tout début de l'histoire, Phobos, tombe du ciel, en fait, dans la lande foudroyée. C'est un territoire assez sauvage, qui est plutôt habité par, des tribus de différentes espèces, et lui, il est recueilli par une tribu d'humains mutants qui vont finalement se projeter un peu sur lui. Il est un peu différent, il a des cornes, il a les oreilles pointues, mais c'est un enfant qu'il faut protéger. Il tombe dans son berceau et du coup, il est recueilli, il va être élevé par la tribu, donc avec un mystère sur ses origines, mais petit à petit, la tribu et notamment l'ancien de la tribu, qui est un mage, se rend compte qu'il a des pouvoirs assez puissants, donc il va essayer de le guider là-dessus. Et un petit peu l'élément déclencheur, c'est, comme on disait, hein, c'est une planète qui est assez violente, hein, et donc il y a des chasseurs, qui viennent d'une cité sombre qui est proche de la lande foudroyée, la cité d'Abjectalia, et Ah, qui, pour le plaisir, font des safaris dans la lande pour exterminer un petit peu sa population et puis capturer des esclaves. Et donc une belle nuit, je vais dire une belle nuit, puis c'est une particularité de Ténébrae, c'est que le jour et la nuit sont inversés. Les gens vivent la nuit éclairés par lune, mhm. alors que le jour, le soleil est trop faible pour éclairer la surface, donc c'est entièrement sombre. Une belle nuit, il joue dans la lande avec son frère Karn, et la tribu est attaquée. Et c'est un de ses pouvoirs, il est pris d'une vision, de spasme, il tombe au sol et il a une vision de ce qui est en train de se passer, du massacre. Mais surtout, il reçoit le conseil de l'ancien de rester à distance, de surtout pas revenir au village pour pas être capturé ou tué.
Donc c'est ce qu'il fait. Et quand une fois que le massacre est terminé, il retourne avec Karn dans leur village. Tout le monde est soit mort, soit disparu. Et donc, du haut de leurs 7 et 5 ans, ils vont se mettre en quête Ouais. des kidnappés. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est que voilà, Phobos, il a beau avoir 7 ans, il a une intelligence assez développée, donc il va devenir un petit peu le guide de son frère, qui lui est plus jeune. Et ils vont partir à la découverte de ce monde qui est extrêmement hostile, et puis essayer de survivre. Et une des belles rencontres qu'ils vont faire, c'est avec une tribu de chasseurs de reliques qui sont des orques. Et c'est une des particularités du livre, c'est que sur cette planète, les orques sont plutôt gentils. On va Ah dire que oui, original. voilà, par rapport à toutes les espèces ultra agressives, ultra hostiles qui existent sur Ténébrae, les orques sont plutôt dans les sympas. Ok. Et donc on retrouve quand même le côté barbare, qui aime bien la bataille, qui aime bien bourriner, avec une bonne touche humoristique. Généralement, c'est quelque chose qui plaît bien, hein, aux Mm. lecteurs. Et donc, voilà, cette première partie du livre, elle commence dans les tribus, on continue avec les orques, et puis ils vont explorer le monde souterrain, vraiment en mode donjon. Et des grosses inspirations, ouais, c'est du Donjons et Dragons. C'est tous les ouvrages de fantasy qu'on connaît, hein. Bien sûr, le Seigneur des Anneaux qui est une énorme ref. Au moment où la Compagnie de l'Anneau explore le monde souterrain, il se passe tout un tas de choses. Ben, là, il y a un peu des clins d'œil dans ce sens-là qui sont faits, et ils vont descendre dans les profondeurs, explorer une nécropole, affronter des monstres morts-vivants. Et quand un peu plus tard, ils vont remonter à la surface, là on bascule plus sur le cyberpunk, puisqu'ils vont se retrouver malgré eux dans la fameuse ville d'Abjectalia dont on parlait tout à l'heure. Phobos et Karn, bah, c'est un peu leur destination, puisqu'ils cherchent leur famille, leur tribu disparue. Oui. Malheureusement, ça va pas se passer comme prévu, ça va pas très bien se passer. L'histoire bascule sur cette deuxième partie, et j'en dirai pas plus Ouais. pour pas trop spoiler, Ah mais oui, bon, on y reviendra peut-être oui, tout à l'heure. par bribes. J'avais une question du coup de Blau qui demande, voilà, donc c'est lorsque tu parlais du tome 2 enfin la deuxième partie qui va sortir avec, euh, Lunae. avec Lunae. Blau demande si voilà les voix s'alterneront pour les chapitres où ça se passera sur un point de vue général. Donc, en gros, est-ce que on aura, je pense, si j'ai bien compris, un chapitre Phobos, un chapitre Lunae, ou est-ce que ce sera aussi, moi j'ajoute un peu à cette question, est-ce que c'est première personne du singulier ou est-ce que c'est omniscient? Alors, c'est plutôt un livre Phobos et un livre Lunae. Avec dans le livre Phobos, c'est vraiment lui qui est au cœur de l'intrigue, donc avec son point de vue. Un point de vue aussi un peu omniscient, puisque chaque début de chapitre, chaque début d'acte, il parle à la première personne et il raconte un petit peu son histoire. Euh, il présente des phases de sa vie, et puis ensuite, on les explore en détail dans le récit. Et c'est une des particularités, il y a parfois des points de vue sur d'autres personnages. Mhm, Ça, c'est quelque chose que j'adore, hein, dans mes lectures. Et du coup, bah, souvent, ce qu'on aime bien lire, on aime bien aussi l'écrire. C'est qu'il y a une grande diversité de personnages et d'intrigues, des fils de vie qui se croisent. Et parmi les points de vue, on va dire, secondaires, il y a des points de vue de Lunae, qu'on découvre très progressivement dans le roman. Au début, elle mhm, apparaît comme ça, mais elle est pas du tout sur les lieux de l'action. On découvre un petit peu sa vie. Et c'est un éclairage secondaire sur la planète. Ça sera un petit peu pareil dans le roman de Lunae. Elle sera vraiment au cœur du récit, avec toujours des petits passages à la première personne, mais c'est principalement écrit à la troisième personne. Et des points de vue secondaires sur d'autres personnages du monde, dont Phobos. Et d'accord. c'est vraiment une volonté que ces deux premiers tomes puissent se lire indépendamment, qu'on puisse commencer par l'un ou l'autre, finalement. Mhm, ok. Et du coup, c'est des périodes de temps qui seront les mêmes.
Mhm. Ok, Donc oui. avec vraiment, finalement, on a une histoire qui se passe, qui se déroule sur 15 ans dans chaque livre et des événements qui n'ont peut-être pas d'importance dans l'un des points de vue, auront énormément d'importance dans l'autre et vice versa et Bien surtout sûr. il y a des gros points de convergence, où les personnages se rencontrent et ça sera très intéressant de voir leurs points de vue Bah différents, ouais, oui, sur ces moments-là. évidemment. Alors j'ai une question de Tari Luna, mais justement je la garde pour la fin parce que justement elle est importante. Euh, Maintenant qu'on a la présentation générale, alors il y avait quelques commentaires sur les orques, parce que Ah, notamment en fait dans la geste oubliée qui nous suit monte également son univers transmédia. super, ouais, Et donc bah, ça parle de orc hippie, alors bon voilà. cool. Dit. Alors il y a la geste qui rajoute une question, je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais j'aimerais connaître tout ce qui est derrière, comment es-tu venu à créer cette histoire? Comment ça a été mis en forme? Comment as-tu réussi à trouver les financements? Alors pour les financements, je te renvoie au début un peu, puisqu'on en a parlé du coup peut-être en rediff. Et c'est plus compliqué que ça pour les orques hippies, mais c'est un raccourci vachement drôle. Du coup, oui, comment t'es venu à créer cette histoire? Moi, je pense rajouter un petit élément à cette question, c'est en fait venir vraiment au truc de, euh, de la chaîne, c'est quelles ont été tes inspirations, par exemple, pour l'univers, par exemple, pour le cadre, pour le contexte général. Est-ce que, par exemple, lorsque, je sais pas moi, tu as créé cette ville cyberpunk où tu t'es dit, voilà, je vais mettre du cyberpunk, bah pourquoi, enfin, s'il y a une explication, tu t'es dit, bah, je vais mettre du cyberpunk. Il y a quelque chose qui t'influence, il y a des choses que tu as vues dans le cyberpunk qui t'ont séduite avant de créer cet univers, voilà, ce genre de choses. Alors du coup, bah, merci beaucoup pour les questions. Donc il y en avait plusieurs, on les fera petit à petit. Mm. Les financements, ouais, on a parlé du démarrage du livre, mais on pourra peut-être revenir plus tard sur l'entreprise au sens large et Mm. notamment le jeu vidéo. Oui, Sur la création d'univers, bah, comme on dit souvent, on écrit ce qu'on aime. Et puis quand on est gamin, qu'on lit beaucoup, bah, on a envie aussi de s'essayer un petit peu à l'écriture. Et c'est rigolo de de revoir ses premiers textes qui sont souvent très, très maladroits. Et puis en fait, plus on écrit, plus on progresse, j'ai envie de dire. Et pour essayer de bien écrire aussi, donc je disais, j'ai pas mal pratiqué le jeu de rôle, donc j'ai écrit plutôt comme maître de donjon sur le jeu de rôle, ou même comme joueur, souvent sur les histoires des personnages qu'on a envie de développer. Mais aussi, j'ai lu les bouquins, en fait, tout bêtement, de Stephen King, qui a un mhm. super livre sur l'écriture. Également Orson Scott Card, qui a un livre qui précisément s'appelle Comment écrire de la fantasy, Ouais, bon où bah, il explique tout le world building, les systèmes de magie, enfin, les points importants. Donc ça, c'était vraiment très intéressant. Et pour la méthode, je crois que ça faisait partie de la question. oui. Bah, tout bêtement, un fichier Word. Quand les idées arrivent, j'essaie de les placer à peu près dans l'ordre chronologique que j'ai envie de faire. Et puis l'univers grandissant, bah, j'ai aussi pris un fichier Excel tout bêtement, qui est devenu un petit peu la référence avec un onglet qui est la chronologie. Ça permet vraiment de suivre tous les événements et puis de s'assurer qu'il y a une cohérence entre eux dans le même livre et puis entre les livres. Quand on écrit sur plusieurs années, souvent on peut pas souvenir tout, donc c'est bien d'avoir Ah oui. ça. Ça Oui, permet oui. de faire des petits onglets secondaires aussi sur telle ou telle faction, sur telle ou telle ville. Par exemple, la ville d'Abjectalia où se situe la deuxième partie de l'action et où se situe aussi le jeu vidéo, spoiler, Ouh. euh, demi-spoiler. Euh, Bah forcément, vu que j'y ai passé du temps en tant qu'auteur et que les personnages y passent beaucoup de temps aussi, elle a pris de l'importance. Il y a des quartiers particuliers qui ont émergé, qui se sont organisés. Donc ça aussi, c'est super d'être auteur parce qu'on devient un petit peu architecte Mm. à moindre coût. On peut imaginer des bâtiments, des structures très, très originales. Et voilà, bah, c'est vraiment ouais, les grosses influences, d'une part, des univers de fiction que j'ai appréciés. Je disais Donjons et Dragons, Seigneur des Anneaux. Ça va être des Game of Thrones, ça va être dans des univers plus futuristes, Warhammer 40 000, Shadowrun, plus récemment Cyberpunk.
qui est très sympa, Cyberpunk 2077. Mm. Et puis d'autres univers de jeux de rôle futuristes, je crois qu'il y en a qui s'appelait Torg, quelque chose comme ça. Les BD aussi, des humanoïdes associés, pas mal de mangas. Et finalement, en se nourrissant de toutes ces histoires, c'est bon, quand on écrit inconsciemment ou consciemment, ça ressort, Ah ça bah ressort oui. dans notre écriture. Mm. Et après, pour rejoindre la deuxième partie de ta question, sur le côté histoire, il y a forcément aussi l'histoire de notre planète, de l'humanité qui nous inspire. Je disais tout à l'heure, le début du roman se passe plutôt dans un contexte tribal, donc vraiment des tribus primitives, un peu reculées, pas très avancées technologiquement, mais qui du coup sont un peu préservées aussi, et c'est ce qu'on peut retrouver sur notre planète. Ensuite, avec l'exploration du monde souterrain, on retrouve notamment une grande ville troglodyte, hein, et ça aussi, c'est des choses qui sont un peu moins courantes à notre époque, mais qui ont bercé l'histoire de l'humanité, de vraiment creuser dans la grotte pour pouvoir s'abriter tout bêtement du froid, des bêtes sauvages. Et puis, c'est ce qu'on se disait ensemble, hein, lorsqu'on a Mm. préparé le stream. Finalement, en évoluant dans l'histoire du roman, on évolue aussi dans des choses plus futuristes. Donc, c'est marrant de voir cette timeline. Et avec la vie de l'Abjectalia aussi, qui permet de faire beaucoup de références à notre monde, avec le côté industrialisation à outrance, la pollution, la servitude de certaines classes de la population, l'exclusion, les inégalités. Et à l'inverse, les héros qui sont du coup des enfants, puis des adolescents, euh, qui du coup vont avoir des valeurs beaucoup plus positives de apprentissage de la vie, l'amitié, l'amour, la réflexion sur le monde dans lequel on vit. Pourquoi c'est un monde en guerre? Pourquoi on ne pourrait pas être en paix? Mm. Et comment on pourrait arriver à le faire devenir en paix, ce qui n'est pas facile quand on a 15 ans. Et, euh, Ouais. et du coup, ça permet de se poser des questions aussi. Il y a le côté divertissement. On en prend plein la tête, hein. Comme je disais, c'est Dark Fantasy Cyberpunk, pas mal de scènes de bataille, donc ça décape, mais aussi avec des réflexions sur le monde, sur la vie. C'est vrai que les points de vue des enfants, c'est très intéressant à explorer dans des univers, dans l'écriture. Moi, à chaque fois qu'on me raconte ce genre de choses, moi, ça me rappelle une anecdote que je compte remettre dans un roman, euh, qui est en fait, une anecdote de ma grand-mère, qui en fait, lorsqu'elle avait 6 ans, elle est donc d'Allemagne de l'Est. Et en fait, en février 1945, Dresde et Chemnitz ont été bombardés. Et il me semble que c'était bien cette nuit-là, donc elle habitait à Chemnitz, où en fait tout a été bombardé, etc. Et à un moment, pour une raison, je vous passe les détails, ils ont été obligés de sortir dans la rue. Donc elle avait 6 ans, et il y avait des étincelles partout dans les airs. Et elle, toute naïve, elle demande à sa maman, enfin elle dit plutôt, maman, mais est-ce qu'il neige? Et c'est incroyable de voir mon anecdote s'arrête là tout bonnement, mais c'est fort, Cette réaction enfantine, oui, c'est de ça, qu'est-ce qui se passe? c'est incroyable. Et donc ça, c'est très fort comme, je trouve, comme anecdote, enfin, de ce qui s'est passé, quoi, parce que l'innocence de l'enfance face à le massacre qui a eu lieu, quoi. Donc voilà, C'est ça, ça, c'est vraiment pour montrer la différence de point de vue que ça peut apporter. Le point de vue de l'enfant, c'est très intéressant. tout à fait. C'est vraiment l'innocence de l'enfance qui découvre un monde qui le dépasse, quoi, Mhm. des choses sur lesquelles il a pas eu son mot à dire, Mhm. que les adultes, que les générations précédentes ont créé. Et puis un peu une histoire d'innocence perdue aussi, ouais. Alors du coup, continuez pour les questions. Là, je vois qu'ils crient en tchèque, ils sont en train de se taper un délire. Euh, Je crois qu'il y en avait d'autres questions qui étaient alors, passées. en fait, il y a eu beaucoup de réflexions de la geste oubliée. Il y a eu Cool. notamment le fait que tu connais certainement Maxime Chatham,
Oui, bien sûr. Voilà. Puis après, tout simplement des réflexions mais oui, c'est ce qui fait pétiller mes petits yeux de créateur. Voilà. Alors moi, ce que je voulais justement passer sur la prochaine slide, puisque on parlait beaucoup de Abjectalia, mais justement, voilà les autres livres qui ont été donc publiés. C'est ça. Et Une, donc tous une ces bouquins dans partie, cet euh, une univers. partie des livres, Oui, ça c'est une partie des livres, donc tous ceux-là sont dans le même univers, hein, dans l'univers de Tenebrae. c'est ça. En fait, c'était un pari suite à enfin, pour la campagne de crowdfunding de publier une édition collector, donc c'est la couverture qu'on a vue précédemment, euh, pour vraiment en faire un beau livre. Donc c'est un format A4, 480 pages, couverture rigide qui a 35 euros. Mais ensuite, on s'est dit c'est dommage de ne pas pouvoir raconter l'histoire à un public qui a peut-être un peu moins de budget. Euh, et puis une version aussi plus facile à transporter. Donc c'est là qu'est née la version poche que vous voyez à l'écran. Et donc là, le Phobos tome 1 et le tome 2 correspondent aux deux parties du collector. D'accord. Avec donc sur la couverture plutôt marron, c'est la première partie, on va dire de 0 jusqu'à 12 ans, avec la partie tribale, monde souterrain. Et la deuxième, on voit que Phobos est un peu plus âgé. Derrière lui, en fond, il y a la ville d'Abjectalia. Il est armé d'une arme plus durée, c'est un pistolet silencieux. Il a une épée énergétique. Donc ça, c'est la deuxième partie plus cyberpunk. Je salue au passage Ilona qui a réalisé ces belles couvertures. Hmm. Et on a aussi une version jeunesse qui est pas montrée, mais en fait, on s'est dit l'histoire est écrite, et là aussi, c'est dommage de ne pas pouvoir la raconter à un public un peu jeune, puisque Dark Fantasy, c'est quand même public averti. Hmm. Et donc, on a fait une version jeunesse qui est épurée des scènes de sexe, violence, injures, donc qui est plutôt destinée aux 8-15 ans. Mhm. Ça a permis de retravailler le texte. En fait, il y avait le travail d'écriture, et puis il y a eu le travail de réécriture, couper certains passages, et puis couper aussi des intrigues secondaires pour rendre l'histoire plus facile à lire. C'est vrai que quand on est Eh adulte ou oui. grand ado, on peut plus facilement suivre des fils secondaires, des intrigues secondaires. Quand on est plus jeune, c'est vrai que c'est bien de se concentrer sur le voyage du héros, la découverte du monde, l'apprentissage de la magie, la découverte de l'amitié, de l'amour. Donc Hmm. on s'est vraiment recentré là-dessus. Et Abjectalia que vous voyez en haut, avec la couverture crâne, c'est un recueil de nouvelles situé dans cette ville d'Abjectalia, vraiment avec l'objectif de faire un univers étendu. Et donc là, on avait fait un appel à texte, et donc il y a une dizaine d'auteurs qui ont publié, qui ont rédigé des nouvelles, qui sont dans ce recueil, et qui ont créé leurs propres personnages, qui ont été inspirés un petit peu par le cadre qui avait été Eh oui. posé, et voilà, qui ont repris certaines factions, certains quartiers de la ville, et qui l'ont recréé un petit peu à leur manière. Et donc il y a un deuxième recueil de nouvelles qui a été publié cette année qui s'appelle Les éclipses sont fantastiques. Tout à l'heure, je parlais de la Lune qui a une importance très particulière. Et notamment, tous les 60 nuits, il y a une éclipse particulière qui se produit. Par exemple, Lune 100, Morte Lune, Lune de vie, euh, Blanche Lune, et qui vont chacune avoir une influence particulière sur le climat et sur la psychologie des habitants. Donc pendant ces éclipses, il se passe des choses assez incroyables. Et donc c'était vraiment le pari de faire un recueil sur ça. Et là, on a un appel à texte en cours qui est basé sur les princes lames. Les princes lames, c'est des personnages qui sont Abjectalia. Ce sont comment dire, euh, des enfants surdoués avec des capacités de combat, des capacités de magie, et qui sont enrôlés par la dictature d'Abjectalia pour leur servir, pour en faire des enfants soldats, espions, assassins. Et donc c'est pour ça que j'en parlais tout à l'heure en disant ça va spoiler, mais Hmm. Phobos les rejoint bien malgré lui dans cette partie du livre. Et donc ce sont les princes lames qu'on incarne aussi dans le jeu vidéo Wicked D'accord. Earth. Du coup, juste en attendant la réponse de Tahari, parce que je pense que tu as anticipé justement sur sa question, j'ai une question de Gaël. Du coup, on se sent pas un peu triste d'épurer le texte pour lorsque tu fais une version pour enfants,
ou le faire justement pour un nouveau public, est-ce que ça stimule au contraire? Alors ça fait bizarre. On va dire quand on a passé beaucoup de temps à écrire, là il faut couper des passages, il faut même couper des personnages complets, parfois, puisque, si on les laisse, finalement ils ont plus trop de sens et alors ce travail a été collectif aussi. Un peu plus tôt dans la discussion, je parlais d'Alice, qui a fait partie de l'équipe l'année dernière et donc quand elle est arrivée, une de ses missions, ça a été de lire le texte et de détecter les passages qui lui paraissaient, soit pas adaptés à un public jeunesse, soit superflus. Et donc elle a commencé par les surligner. Nina a fait une passe ensuite pour tailler un petit peu dans la masse et puis, ben, en tant qu'auteur, je suis repassé aussi Ah derrière pour oui, valider ou pas. ah Et puis oui, certains passages, ça me faisait trop mal au cœur. Je disais: «Non, faut les garder, ah faut les garder, oui. ceux-là on le retravaille un peu». Ensuite, bah, Nina a regardé quelle taille ça faisait et c'était toujours trop de texte. Donc il a fallu refaire une deuxième coupe pour aboutir à la version finale et on en est très content puisque on retrouve quand même tout le cœur de l'histoire et puis les retours qu'on a des jeunes lecteurs aussi sont Bah sont oui. très bons, donc ça fait vraiment plaisir. Heu, c'est très encourageant. Ah ouais, ça, c'est vrai que moi, on me dit tu coupes dans ton roman, faut négocier. Je veux dire, je dis pas non parce que Ouais. bon voilà, mais ça se négocie. C'est ça. Euh, Bah, souvent, les éditeurs demandent mm. en disant: «Voilà, tel passage est bien, celui-là un peu moins, donc est-ce qu'on pourrait le raccourcir, le couper?» Et Eh c'est oui. vrai que pour l'auteur, créateur, bah, c'est parfois un crève-cœur, mais Ah là là. accepter ou pas. Alors, justement, je vois que donc là, donc c'est toi qui as écrit Gabriel, c'est toi Gabriel Chocan, c'est ton nom d'auteur d'ailleurs. C'est ça, ouais, non plus, ouais. Et donc là, Abject Alias, c'est quelqu'un d'autre qui l'a écrit. C'est donc les 10 personnes qui ont écrit enfin, cette partie-là. Et est-ce que Exactement. En fait, j'ai écrit une des tu peux nous en nouvelles dire dans ce plus? recueil, celle d'introduction pour poser le cadre. Mais ensuite, bah, c'était suite à l'appel à texte. Généralement, pour ça, on demande des synopsis. Ça permet de voir un petit peu l'histoire qui va être proposée. Et puis, le synopsis nous plaît, on dit bah, allez-y. Parfois, on fait des commentaires pour voilà, que ça soit vraiment cohérent avec l'univers. C'est ça la difficulté, hein, c'est de garder la cohérence. Et ensuite, c'est des auteurs qui ont, chacun avec leur plume particulière, bah, créé un petit bout de ce monde. Ouais. Hmm. Donc, avis aux auteurs. Il y a l'appel à texte Prince Lam qui est dispo. Vous verrez, sur le site, il y a un petit PDF en plus qui explique vachement bien le cadre. Donc même si vous n'avez pas lu le roman, bah, ça permet voilà, d'avoir quelque chose. Et le volume, c'est J'ai- 25 000 signes, c'est ça? C'est ça, ouais, C'est pour les, 25 pour 000 les signes. histoires. Ouais. C'est Oui. un autre exercice, la nouvelle, hein, très différent Hmm. du roman, c'est qu'il faut que ça soit percutant, qu'il y ait un nombre restreint de personnages et d'actions, et idéalement des surprises, des rebondissements, ouais, mais c'est sympa. Du coup, oui, donc il y avait Gaël qui disait merci. J'imagine le jeune lecteur qui a lu la version allégée, puis la version d'origine, ça doit être une sacrée sensation. Bah oui. Effectivement, je pense. Alors, dans les plus jeunes, c'est peut-être pas encore arrivé, mais c'est vrai que parfois sur Salon, on voit que le lecteur un peu jeune, on dit: «Prenez plutôt le jeunesse». Mm. Il a envie de prendre le collector parfois qui est très beau. On lui dit: «Pour vous, ça serait peut-être mieux le jeunesse» et puis peut-être dans quelques années, ça sera l'occasion de redécouvrir l'histoire, un peu différemment, ouais. Mm. En ayant un peu mûri et puis, pour encaisser des choses un peu plus dures. Je propose qu'on passe sur la dernière slide. Allez, Et donc c'est celle qui concerne le jeu vidéo. Hop tu là. es un excellent guide dans ce voyage, stream. Oui, alors, en plus là, ça change du décor habituel. Si, pour ceux qui sont nouveaux ici, ou si jamais vous continuez de nous suivre après ce live ou à regarder les rediffs, vous verrez que le décor est assez différent. On se retrouve dans une petite bibliothèque cosy et on parle autour du jus de pomme. C'est quand même bien ça, ceci. Donc voilà, donc bah, est-ce que tu peux nous dire déjà, donc là c'est l'univers du jeu. Euh, alors, qui sont un peu les quatre personnages qu'on a à l'écran? Je sais que celui-ci c'est Phobos, justement. Est-ce Tu as que reconnu Phobos, effectivement, avec, ses cheveux bleus, ses cornes, dorées caractéristiques.
Et c'était un des personnages principaux, enfin c'était le personnage principal du roman, donc ça aurait été dommage de le laisser de côté dans le jeu. Et puis on voit, en fait, les deux personnages du haut sont le même personnage, hein, c'est Étilion, qui est son meilleur ami. Ils se rencontrent à l'école des lames, donc qui forment les fameux princes lames. Et donc c'est un elfe des cendres, vampire, qui est aussi un épéiste de talent, un mage illusionniste. Et donc ils ont une grosse partie de leurs aventures ensemble. Et en bas à gauche, on voit Oren, qui est aussi une de leurs amies, une membre de l'équipe, et qui est une métamorphe, elfe, panthère, donc un peu féline, et elle a cette particularité de pouvoir changer entre complètement elfe, complètement panthère animal, et puis un peu un entre-deux. Et c'est plutôt, on va dire, l'éclaireuse du groupe, la snipeuse, qui est vraiment très talentueuse au tir, mais elle se débrouille aussi pas mal à l'épée, au couteau et avec la magie. C'est vraiment une particularité des Princes Lames, de l'école des Lames, où sont formés des agents de terrain qui vont vraiment dans les missions commando les plus périlleuses, et puis des agents support qui restent à la base, avec le casque sur les oreilles, un peu comme on a, Mhm. et qui vont faire le contrôle tactique euh, sur, voilà, sur leurs ordinateurs, peut-être la surveillance par drone, hein, c'est ce côté cyberpunk qu'on retrouve. Ok. Et alors, les supports sont pas dans le jeu vidéo, on se concentre plutôt sur les agents de terrain. Et donc, le joueur va incarner euh, une équipe de jeunes héros avec leurs pouvoirs magiques, leurs pouvoirs de combat, et puis qui vont remplir différentes missions, des quêtes dans la sombre ville d'Abjectalia. Ça va être de retrouver des objets ou des personnages, d'accéder à un certain lieu, puisque le jeu est un jeu de rôle tactique en temps réel. Ça, c'est une particularité aussi. On vous laisse différencier un peu du tour par tour, qui est souvent plus classique. Et C'est un peu sur le format de League of Legends, un peu. alors pour le côté réel, oui. Un Mhm. temps réel, oui. C'est un jeu solo, par contre, pas D'accord, il n'y a pas de multijoueur. Donc multijoueur, ça, ok. voilà, on s'en différencie de League of Legends, notamment pour des questions de budget, puisque faire un jeu multijoueur, c'est beaucoup plus complexe et coûteux. Euh, Joe Corp, c'est une boîte qui démarque et sur son premier projet. Euh, donc, il a fallu le calibrer de la bonne manière. Et par contre, on retrouve ce côté utilisation du clavier qui est important, hein, pour pouvoir jongler entre ces différents héros, pour pouvoir jongler entre leurs pouvoirs magiques. C'est vrai que ça se prête bien à un fonctionnement sur PC, Mhm. souris et clavier. Là, on développe sur PC, sur le moteur Unity. Et puis, donc on est très heureux d'avoir pu trouver un éditeur depuis le mois de mars. On ne peut pas encore révéler son nom, ça sera un petit peu plus tard l'année prochaine. En gros, on a financé le prototype du jeu vidéo à peu près à hauteur de 200 000 euros. Et l'éditeur met 600 000 euros dans le projet. Ah ouais. Une partie pour financer la production, donc qui est versée directement à Angel Corp sur un an et demi de production. Et puis une partie qui sont ses propres dépenses à lui, pour son équipe en interne, et puis pour tout ce qui est l'aspect marketing. C'est à Eh ça que oui. sert un éditeur de jeux vidéo. Donc on les salue aussi, on les remercie de nous avoir fait confiance et de nous Ah ouais. accompagner dans cette grande aventure. Et du coup, je continue, j'en profite pour saluer et remercier toute l'équipe Ouais. qui bosse sur le jeu, parce que c'est une sacrée aventure, c'est un projet sur 4 ans aussi. Euh, donc voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup de plaisir aussi, mais c'est quand même, c'est quand même un métier, ça reste du travail, donc Ouais. il faut être organisé, on a des deadlines, on a un budget à respecter, donc Et d'ailleurs, voilà, on avance comme on peut. pour celles et ceux qui justement veulent voir un peu à quoi ça ressemble, il y a déjà des premières vidéos sur YouTube et sur Steam, il me semble, ou Tout des à fait, images, ouais, hein. Donc moi je suis allé les voir. c'est ça. Vous pouvez aller voir un peu. Très important pour nous soutenir. N'hésitez pas à aller sur la page Steam et puis à nous suivre en wishlist. Mm. Et puis également sur les réseaux sociaux. On publie pas mal de choses sur l'activité édition de livres, sur l'activité jeux vidéo, sur les événements, sur ce que fait l'équipe.
Et donc, c'est important pour une petite boîte qui démarre, voilà, d'avoir le soutien des lecteurs, des joueurs, voilà, de commencer à fédérer une communauté autour de ce qu'on fait. Donc, allez sur nos réseaux sociaux, sur Steam, on sera très heureux. Alors du coup j'ai recensé quelques questions, donc là je passe, c'est un peu succinct, mais de toute façon je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir sur plein d'autres lives. Mais donc j'ai des questions qui sont passées dans Oui. le chat. Si vous en avez, évidemment, n'hésitez pas à les poser. Donc la première question était quand est-ce que sort Lunai? Hmm. Ah ah. Alors, il est en cours d'écriture et la sortie est prévue pour fin 2023. Voilà, donc ce Donc, sera le cadeau de Noël en fait. idéalement, on espère, ouais, idéalement, ça pourrait être pour octobre, puisqu'il y a pas mal d'événements Eh ben littéraires. oui. Et, et si on rate octobre, bah, ça serait pas mal pour Noël. Ouais. Hmm. Ok, C'est travail en cours. ok. Justement, ils sont un peu impatients sur justement tout ce qui est prévu dans la maison d'édition, puisque la deuxième question c'est puisque là, donc, on a l'univers livresque, l'univers jeu vidéo, mais est-ce qu'il y a des projets sur d'autres supports? Alors tout à fait, là sur les côtés, sur les livres, on a parlé de romans, de recueils de nouvelles. On a aussi un projet de manga qui est dans les tuyaux. Vous vous l'avez remarqué sur l'image à l'écran, on a fait le choix pour le jeu vidéo d'avoir une direction artistique pas mal inspirée des animes manga. Euh, pour diverses raisons, hein. Moi, j'adore la culture asiatique. Notre directrice artistique, Ilona, aussi aime beaucoup. Et puis, elle est très talentueuse dans ce style. Donc, ça s'est naturellement orienté là-dessus. Euh, et du coup, c'est vrai que avoir un manga qui permet de faire le lien entre l'histoire, le roman recueil de nouvelles et puis le jeu vidéo, ça pourrait être sympa. Et puis, un projet de plus long terme aussi, c'est un projet de série animée qui reprendrait les mêmes personnages, les mêmes lieux, mais ça serait une manière différente de raconter l'histoire. Et ça, c'est de longue haleine, hein, puisque c'est une série animée, c'est encore plus coûteux et plus complexe à produire qu'un jeu vidéo. Donc, on le garde en tête, on avance tranquillement, et puis voilà, on verra pour l'avenir. Je viens de voir une question Eh pop oui, quand sortira le jeu justement, vidéo, donc exactement. pareil, fin 2023. Voilà, c'est les cadeaux de Noël Euh, 2023, là, tout ça en même temps. Alors idéalement un petit peu avant, parce que c'est vrai que dans le secteur des jeux vidéo, la période des fêtes de fin d'année est souvent assez encombrée, Mhm. avec beaucoup de blockbusters qui sortent à cette époque-là. Donc on vise un petit peu avant, mais on attend les annonces avec l'éditeur voilà, pour dire plus explicitement quand sera la date de sortie. Mhm. Je vois que les gens veulent, les gens attendent. Bon, tant mieux, c'est bon signe, ça nous encourage. Alors moi j'avais juste une autre question. Oui, 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 oui. Alors moi c'est une question purement théorique, hein, rien à voir, mais en fait on a donc juste en dessous de ton menton voilà, Angel Corp, mais il y a aussi Wicked Hounds, et justement qu'est-ce que c'est? C'est en fait la partie jeu vidéo. Wicked Eon, c'est le nom du projet de jeu vidéo, D'accord. en fait, puisque au niveau de l'univers, bah, je l'avais baptisé Tenebrae. Ça, c'est le nom que je lui ai donné déjà il y a 20 ans, Mhm. et j'avais pas forcément envie d'en changer, mais c'est quelque chose qui existe déjà par ailleurs, hein. Ça veut dire ténèbres en latin, donc c'est utilisé par d'autres créateurs. Et du coup, quand on travaille sur un projet de jeu vidéo, c'est bien d'avoir un nom un petit peu unique. Donc on s'est cassé la tête pour essayer de trouver quelque chose d'un peu différenciant. Mais à ce moment-là, c'est important de noter que ce ne sera peut-être pas le nom définitif, puisque c'est aussi fréquent dans l'industrie d'avoir un nom de projet. Et puis, bah, pour la sortie, pour la campagne marketing, il sera peut-être rebaptisé. Donc ça, D'accord. à voir plus tard. Mais c'est vrai que, donc voilà, Wicked Eons, ce logo particulier, c'est pour le jeu vidéo. Pour l'instant. Et donc il y a des titres dans les tuyaux qui pop-up Ah. ou... Alors, on était encore en train de brainstormer cet après-midi, mais bien entendu, tout ça est encore un petit peu Sous le secret. sceau du voilà, sous le sceau du secret, tout ça. C'est ça, voilà. Alors, euh, moi je voulais
poser une autre question. Oui, puisque là, on en est à Phobos, Lunae, les différentes nouvelles. Lunae, est-ce que c'est toi qui l'écris? Oui. D'accord, ok. C'était pour savoir justement si c'était en effet pas toi. Est-ce qu'il y avait d'autres gens qui s'attelaient à écrire la suite de Alors, Lunae, etc. j'y ai pensé. Évidemment. Et si la boîte se développe bien, si l'univers se développe bien, pourquoi pas écrire à quatre mains, effectivement. Puisque là, je dois jongler entre ma double casquette de chef d'entreprise, d'auteur. Je suis aussi papa de deux enfants qui ont 4 ans et 3 mois, Non, donc mais, les journées sont bien occupées. Et par contre, c'est vrai que c'est ce que tu disais un peu, hein, les, les livres, hein, surtout les sagas, c'est nos bébés, donc c'est difficile de les confier à d'autres. C'est fait en partie avec les recueils de nouvelles. C'est vraiment sympa de voir d'autres créateurs être inspirés par l'univers. Mais par contre, le cycle principal, je tiens à l'écrire, au moins la première trilogie. J'ai vraiment tout en tête, que ça soit la personnalité des personnages, les pouvoirs qu'ils utilisent, toutes les intrigues, les factions, toute la trame narrative. Et du coup, j'ai pas forcément envie de m'en séparer. évidemment. Ouais, je comprends. Bah, ce serait pareil pour moi, hein. J'avoue que. Du coup, on arrive un peu à la fin. On va repasser sur la slide de blabla entre nous deux. Si vous avez des questions, bah, posez-les maintenant. Et donc, moi, je vous rappelle simplement que les petits rappels de dernière minute que et ben si ça vous plaît un peu le concept, voilà, et bah, n'hésitez pas à follow parce que bah, ça fait toujours plaisir et surtout ça permet de montrer au plus de gens le contenu. C'est un peu le but de cette chaîne, c'est de partager au maximum le savoir et de transmettre tout ça. Voilà. Et donc, tiens, on a un glouglou. Oh purée, tu l'as vu, t'as anticipé, c'est incroyable. Hop là, santé. Euh, donc voilà, donc n'hésitez pas à follow, surtout que à partir de 100 justement followers, donc il nous en reste plus que 7, hein, quelque chose comme ça, eh bien nous ferons les lives sur les UCIT. Donc les UCIT qui sont, comment dire, où c'est compliqué, c'est justement pour ça que ça va nous prendre 2 à 3 lives. C'est une révolution euh, autant sociale que religieuse au début du XVe siècle et en fait qui met à feu et à sang toute l'Europe, enfin une grande partie de l'Europe à partir des années 1420 en gros. Les gars avec les chariots de combat, les chariots de combat, exactement. Gaël dit c'est les gars avec les chariots de combat. En fait, c'est les gens qui ont inventé les premiers chars, voilà. Et donc qui ont roulé sur 5 croisades sans problème. Et donc voilà. Et donc je vais vous expliquer un peu tout ça. C'est bourré d'anecdotes extrêmement drôles sur des sectes, etc., des dérives théologiques. Enfin, voilà. Donc je vous en ferai plusieurs lives et puis ça va être rigolo comme on avait fait sur Pandésilé, enfin, voilà, un autre thème que j'adore. Donc voilà. Ensuite, du coup, on va passer après sur ce live en rediff. Je vais essayer de le poster pour soit ce sera demain matin, soit ce sera la semaine prochaine. Euh, En tout cas, il y aura tous les liens dans la description. Donc les liens évidemment vers les réseaux d'Angel Corp, les Discord, etc. D'ailleurs, si vous voulez aller sur le Discord de Angel Corp et de Wicked Hounds, j'espère que je le prononce bien, Oh, si, c'est ça, ouais. puisque là ils sont en train de Wicked justement Hands. développer le jeu, ils ont besoin de testeurs. Donc si jamais vous voulez, bah, c'est l'occasion. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose. Eh ben déjà, un grand merci pour ce live. C'est Ah, passé de rien. super vite. Ouais. Il y a plein de choses à se raconter. Et ça fait très plaisir d'avoir pu échanger avec vous, de voir aussi qu'il y a plein d'auteurs en herbe. Donc le petit conseil que j'aime bien donner, c'est lâchez rien, croyez en vos rêves et puis il faut persévérer pour arriver à écrire, pour arriver à être publié. C'est vraiment le parcours du combattant. Euh, mais, euh,
mais c'est possible. Et puis pour tester le jeu, voilà, venez sur notre serveur Discord. Régulièrement, on fait des mises à jour et donc on pourra vous partager une clé sur Steam pour ensuite que vous testiez ça. Je vois la question en même temps et c'est pas encore possible voilà, de le streamer en direct, mais ça sera un petit peu plus tard en 2023 avec grand plaisir. Ouais. Ouais, mais Ouais, ouais. justement, je pense que effectivement, une fois sorti, enfin une fois possible de streamer, d'ailleurs, c'est pas un partenariat officiel, mais je pense qu'en soi, ici sur cette chaîne, j'ai oublié de le dire, mais aujourd'hui on présente Tenebrae, mais dans les prochaines semaines et probablement peut-être au début de l'année prochaine, on va présenter d'autres auteurs de la maison d'édition. Qui ne sont pas dans l'univers Tenebrae. Donc on va faire plein de lives et je pense après on verra en fonction, mais faire un petit live promo sur test du jeu, moi ça m'intéresse beaucoup et je suppose que la geste oubliée aussi. Qui est là, en fait, elle fait Très bien. juste oublié fait le live après. En fait, on fait un double live. Lui reprend les lives à 21h30 et donc voilà. Super. Bah oui, déjà, merci aussi pour accueillir nos autres auteurs qui ont plein de De belles rien. histoires et qui sont liés à l'histoire, donc c'est sympa. Enfin, on a beaucoup aimé le concept de ta chaîne aussi, donc Merci. c'est cool de pouvoir collaborer. Ok, bon bah voilà, bah, j'espère que ça a plu à tout le monde. Donc nous on se retrouve après pour le débrief d'ici la fin de la outro, j'en perds mes mots. Et puis vive les belles histoires, nous dit la geste exactement, vive les pommes, Excellent mot de la fin, ouais. exactement, Vive les histoires et les pommes. Santé. santé. Et donc on dessine, oui alors voilà, pour ceux qui veulent, aller chez la geste dans 30 minutes. Moi c'est ma pause miam, mais après j'y vais. Sur ce, on se dit à bientôt. À lundi pour le prochain live, on retourne sur Horizon Zero Dawn, qui est effectivement quelque chose qui pourrait également t'intéresser, qui beaucoup fait penser à de temps en temps les cultures primitives, etc. Mais on s'étend. Sur ce, on se retrouve lundi et sur les réseaux sinon. Et surtout, mais surtout, n'oubliez pas que le savoir, ça se partage.